Bienvenue dans Faux Pas, le podcast de ID News dans lequel on va parler de nos échecs personnels, de nos échecs collectifs et surtout de ce qu'on en fait. Pablo Servigne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 44 ans, vous êtes né à Versailles et vous êtes de formation ingénieur agronome et docteur en sciences. Vous êtes connu du grand public depuis 2015 et la publication avec Raphaël Stevens du livre « Comment tout peut s'effondrer ». Vous avez inventé le terme collapsologie, une sorte de synthèse des disciplines scientifiques pour appréhender la crise écologique. Nous sommes aujourd'hui au Festival du livre sur les quais à Morges, au bord du lac Léman, et vous êtes ici pour nous présenter votre dernier livre, coécrit avec Gauthier Chapelle, L'effondrement et après, expliqué à nos enfants et à nos parents, aux éditions du Seuil. Alors, on commence toujours par demander à nos invités de nous parler de leur enfance. Pablo Servigne, est-ce que vous avez peut-être le souvenir d'un échec qui a été pour vous marquant, cuisant, peut-être enrichissant ? Oui, l'inconscient aime bien oublier tous les échecs. Je pense que ce qui est le plus prégnant pour moi, ça a été le fait de ne pas oser parler à quelqu'un. Alors quand j'étais assez jeune, c'était pas oser parler une fille qui me plaisait. Et j'ai regretté toute ma vie, je pense. Et puis plus tard, ça a été, quand j'étais aux études, ne pas aller oser parler à mes héros bibliographiques, mes héros scientifiques. Et une fois, deux fois, et après, je me suis repris et j'ai vraiment trouvé le courage d'aller les voir, de toquer aux portes, de faire des centaines de kilomètres parfois pour aller toquer à une porte et boire un café avec quelqu'un. Et ça m'a ouvert des voies dans la vie et je pense que c'était une décision, c'était un échec qui m'a donné le courage en fait. Voilà. Donc oser, c'était un peu la première leçon de ces premiers échecs pour vous. Ouais. Et plus tard, dans votre vie d'adulte, plus récemment, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être ce moment où vous avez fait ce constat d'échec plus global, plus sociétal, qui vous a amené à parler de collapsologie ? Oui, alors il y a eu plein... Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un échec. Moi, j'ai eu, comme je dis souvent, plusieurs chocs successifs. J'appelle ça les « oh my god points ». Oh my god. C'est-à-dire que c'est un état de sidération, on se rend compte que plus rien ne sera jamais comme avant. En fait, c'est un sujet que lorsqu'on découvre, on ne peut plus oublier. Ça change notre vie. Et j'ai cette expression oh my god points, c'était lors d'un colloque autour du pic pétrolier, des spécialistes du pétrole. Et une fois qu'on découvre la possibilité qu'il n'y ait plus d'énergie fossile, plus d'énergie, qu'il y ait des ruptures possibles, et que toute notre société en dépend, tout est fait, notre chauffage, notre transport, l'éducation, toute notre vie, notre nourriture est basée sur le pétrole. C'est un énorme oh my god point. On se dit mais en fait notre société n'est pas du tout durable, etc. Donc j'ai eu plein de points comme ça, et c'est l'assemblage de tous ces points de manière systémique qui a donné lieu à la collapsologie, c'est-à-dire la prise, le recul et la vue nécessaire de loin qui fait que en fait, on a un problème incommensurable, c'est monstrueux. Et ça nous a marqué. Alors c'est un échec, effectivement, pour reprendre vos mots, d'une trajectoire de civilisation. C'est abyssal. Donc voilà, depuis des années, on avec Raphaël Stevens, puis Gauthier Chapelle, puis d'autres, il y a tout un réseau international aussi. Beaucoup de scientifiques dans le monde entier s'intéressent à ça. Il faut y réfléchir et le travail est encore loin d'être fini. Et justement, dans votre dernier livre, c'est un dialogue entre un père et ses parents, mais aussi un père et ses enfants. Vous avez vous-même 2 enfants. Alors, c'est une question qu'on vous pose souvent, j'imagine, mais pourquoi avoir décidé finalement d'être père dans un monde que vous pensez aller droit dans le mur, droit à l'échec, si on continue avec cette thématique-là ? Mais justement, parce qu'on a besoin de qualité humaine, on a besoin de se bouger, on a besoin de force vive et on a besoin d'élan vital. Il ne s'agit pas juste de constater un échec et puis
de rester au lit, quoi, ou d'aller au bistrot en attendant la mort. Enfin, c'est pas comme ça que je conçois la vie. Et nous, on a eu un enfant avec ma compagne en 2012, le premier. 3-4 ans après les premiers constats systémiques dont je vous parlais dans ma tête, là, ça a mis du temps à digérer. Le premier rapport public, c'était au Parlement européen en 2013 que j'ai fait, où je voyais tous les gens au Parlement, à la Commission, qui faisaient sur les constats. Donc ça m'a pas rassuré du tout. Et puis 2 ans après, comme vous l'avez dit, il y a eu ce livre qui a eu un fort impact médiatique. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu notre deuxième enfant. Donc en quelque sorte, le deuxième est vraiment un enfant de l'effondrement, entre guillemets. Gauthier Chapelle, donc le co-auteur du petit livre, il a 2 enfants d'une vingtaine d'années qui sont déjà militants, zadistes, activistes, Extinction Rébellion, tout ça. Donc il est papa d'enfants de la génération Greta Thunberg. Mais il a eu 2 bébés récemment. Donc encore 2 bébés de l'effondrement. En conscience. Et c'est vraiment un élan vital parce que on a besoin de s'entraider, de se rassembler pour résoudre tous ces problèmes. C'est pas du tout du pessimisme. C'est même pas de l'optimisme en fait. C'est juste un élan vital. On va essayer de résoudre les problèmes et on fait de notre mieux jusqu'à la fin. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils sont comme dans l'ouvrage où voilà, il y a ce dialogue avec ses enfants Alors oui, dans l'ouvrage, il y a 3 chapitres. On a un premier dialogue avec une fille de 13 ans, Lucie. Moi, j'ai 2 fils de 8 et 10 ans. Donc les discussions ne sont pas encore exactement à ce niveau-là. Donc 13 ans, je pense qu'on peut déjà bien comprendre les choses. C'est pour ça que le papa du livre décrit beaucoup des catastrophes climatiques. C'est dur pour Lucie, qui a 13 ans, qu'elle est au début de cette prise de conscience de la génération Greta Thunberg. Je l'appelle comme ça, mais les millennials, en fait. Après, il y a un deuxième chapitre, avec un deuxième dialogue avec Camille, qui a 21 ou 22, je ne sais plus, qui est justement activiste. Bon, il comprend tous les problèmes et il faut passer à l'action. Seulement, il passe à l'action et on lui envoie les flics et les bulldozers pour détruire la ZAD, pour détruire ses rêves, ses aspirations au changement, etc. Donc il est très en colère. Et en tant que père, accueillir cette colère, c'est pas facile, surtout quand on en a aussi. Et puis après, un 3e chapitre de dialogue avec les parents du papa, donc les grands-parents des enfants, c'est-à-dire la génération des boomers. Terme péjoratif qu'on assume, mais qui est vraiment aujourd'hui le reflet d'une cassure entre générations. Il y a quelque chose qui se joue entre les générations là, qui est vraiment intéressant à aller voir. Et on a écrit ce livre pour justement faire le lien, maintenir le lien entre ces générations. Échec du dialogue, là, si j'ose continuer sur cet aspect d'échec, pour vous, est-ce qu'on a de la peine aujourd'hui à dialoguer entre générations? Oui, clairement. Et il y a eu la crise, entre guillemets, du Covid, celle des gilets jaunes, en France en tout cas, qui ont fracturé les familles, les couples. Il y a eu beaucoup d'échecs de dialogue, beaucoup de ruptures. Et même la collapsologie, la possibilité d'un effondrement brutal de la biosphère ou de la société. Pour la biosphère, c'est déjà en train d'arriver, c'est un fait. On a un petit problème de micro, alors on va juste... Oui, effectivement. Vous entendez ou pas? Non. Alors on va juste changer, petite pause technique, le temps de boire une gorgée si vous le souhaitez. C'est le micro, les pieds. Je pense que c'est les pieds, ouais. On en a 3-4 de rechange, donc tout va bien. C'est une interruption très très momentanée. Merci. Vous entendez? Ouais. Voilà donc une illustration des ruptures énergétiques en cours que nous allons subir cet hiver. Qu'est-ce que je disais? Vous parlez de l'échec du dialogue entre les générations. En fait, rien que, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais parler d'effondrement possible ou l'effondrement de la biosphère en famille, c'est déjà souvent des drames. C'est souvent des incompréhensions et souvent des couples qui se brisent là-dessus. Parce que imaginer un horizon d'effondrement ou de renaissance, ou peu importe, ça change radicalement notre vision du monde. Et dans un couple, c'est compliqué d'avoir 2 horizons différents. Et donc, à la fois, il y a des couples qui se défont et d'autres qui se font en changeant justement d'horizon.
Et je pense que la notion d'effondrement ou de rupture radicale a cette puissance, et c'est un défaut et une qualité, de changer notre imaginaire, notre vision de l'avenir, notre rapport au présent et à l'avenir et au passé, et donc au monde en fait. Justement, vous parlez de vision du monde. Vous écrivez dans ce dernier livre, « Ralentir est vu comme un échec. Pourtant, ce serait un vrai tournant d'apprendre cela. » Est-ce que pour vous, l'échec, c'est quelque chose de relatif, comme la réussite? Quel est votre regard là-dessus? Bien sûr, de ralentir. Aujourd'hui, dans une société qui est faite pour la croissance, par la croissance, avec cet horizon d'accélération, c'est comme ça, structurellement, qu'est fondée la finance, l'économie et toute notre philosophie aussi du progrès. Évidemment que ralentir, aller vers le bas, c'est perçu comme un échec. Mais si on se dit que préserver, même plus que préserver le vivant, régénérer le vivant, renoncer à ce qui est toxique, prendre soin des humains, si on se dit que ça passe par ralentir, ça sera plutôt ça sera pas un échec, ralentir. Vous voyez, dans une autre perspective, dans un autre horizon que la croissance, ralentir, c'est plutôt une réussite. Donc voilà, tout dépend du point de vue et tout est relatif, évidemment. Mais dans l'immédiat, ralentir, ça peut faire peur, ça peut signifier une perte d'emploi, on entend souvent pour les ça. gens qui sont dans ce paradigme de la croissance. Oui, justement, qu'est-ce que vous répondez à ça, aux effets, disons, immédiats du ralentissement qui peuvent faire peur dans un premier temps et être très insécurisants Et c'est normal, et moi j'ai traversé beaucoup de phases de peur, de colère, de tristesse. Donc dans un premier temps, il y a toujours ces affects. Moi je pense qu'il ne faut pas les éviter. Et changer d'imaginaire, changer de vie. Je sais pas, moi, beaucoup de gens m'ont dit merci, votre livre m'a permis de vraiment quitter mon travail, aller à la campagne ou faire des choses essentielles, etc., comme on l'a vécu pendant la crise du Covid. Eh ben, tous ces changements se font à long terme ou à moyen terme. Mais en attendant, il faut gérer, comme vous dites, le court terme. Et ça fait peur. Donc, on doit passer par là. Je peux pas promettre que tout va bien se passer. Je suis un lanceur d'alerte. Il y a des énormes problèmes à court, à moyen, à long terme. Mais énormes, immenses. Peut-être qu'on peut même pas les penser tellement ils sont grands. On va passer par la peur, la sidération, la culpabilité, la honte, la colère. On va passer par tout ça. Donc, il faut les traverser. Il faut plutôt devenir compétent en émotion plutôt que mettre tous les problèmes sous le tapis en disant non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, pour moi, c'est plus sécurisant de traverser nos peurs. Et je ne sais pas quoi dire aux gens, ça dépend de leur situation. Parce que s'ils sont effectivement, ils ont du chauffage électrique en France parce qu'on a misé sur le nucléaire et qu'ils voient l'hiver arriver avec beaucoup d'anxiété, je les comprends. Et moi, je serais très anxieux à leur place aussi. Si on a... je sais pas moi, si on vit avec du chauffage au fioul, là je prends les exemples énergétiques, mais voilà, tout est flippant. Si on a des jeunes enfants aussi, aujourd'hui dans ce monde-là, ça peut faire très peur, mais je pense que notre devoir c'est de s'entraider pour justement traverser nos peurs ensemble, et puis c'est ça que fait l'humanité depuis le début. C'est pas les pénuries qui sont dangereuses en fait. L'humanité, elle traverse ça depuis des centaines de milliers d'années. On est fabriqué pour ça. L'évolution nous a conçus pour ça. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec un cerveau égoïste, avec une culture de la compétition, du chacun pour soi. Là, c'est très dangereux. Donc il y a une révolution culturelle et imaginaire à faire. Mais bon, ça prend longtemps. Et justement, pour continuer sur ces constats d'échec collectifs, vous écrivez aussi à propos de notre société, c'est ça qui fait peur, le changement, le fait de reconnaître ses erreurs, d'avoir eu tort et d'avoir honte. Est-ce que pour vous, on est incapable comme société de reconnaître nos échecs ? Et si oui, pour quelles raisons ? Ouais, c'est une bonne question. C'est une grande question, mais je vais essayer de répondre rapidement en 2 points. La première, c'est la culture du patriarcat. Moi, en tant qu'homme, en tant que scientifique, occidental, blanc, etc., à l'école et même à la maison, on m'a jamais parlé d'émotions. On m'a jamais appris à cultiver mon intériorité, à tout ça. Je sais pas. Je savais même pas qu'il y avait des émotions il y a 10 ans. Je vous interromps parce qu'apparemment c'est la super pénurie. Ok. J'aurais pu vous laisser parler. Et donc il y a déjà un manque de culture
en fait, comment dire, la culture patriarcale et disons viriliste, où c'est difficile d'avouer ses vulnérabilités, ses faiblesses. Déjà un premier point, pour les hommes surtout. Et deuxième, c'est ce climat permanent de compétition et de hiérarchie. Notre société est basée sur les hiérarchies pyramidales, ce qui est une manière totalement stupide de s'organiser, que la nature, dans ses 4 milliards d'années d'évolution, de sagesse, n'a pas retenu. Aucun écosystème n'est construit sur la hiérarchie pyramidale. Pourquoi ? Tout simplement, c'est stupide, parce que ça ne permet pas de s'adapter au monde complexe. La vie est complexe, et la hiérarchie pyramidale, ça ne peut pas s'adapter à la complexité. Bref, notre structure sociale hiérarchique et en plus compétitive fait que on ne peut pas avouer ses vulnérabilités. Si vous êtes en compétition pour l'accès à l'emploi, pour gagner des parts de marché, pour je ne sais quoi, vous pouvez pas vous dire là j'ai une faiblesse. Vous pouvez même pas l'exprimer, parce que on va vous marcher dessus, on va vous piétiner et vous allez perdre. Si le but c'est d'être un winner, vous pouvez pas révéler vos vulnérabilités, donc vous ne pouvez pas être authentique. Et donc vous ne pouvez pas créer des liens authentiques avec les gens. C'est pour ça que le capitalisme, la compétition, tout ça, le patriarcat sont des systèmes de domination qui sont des attaques massives sur les liens. Ça isole les individus, ça nous rend fragiles. Et donc votre question, pourquoi on ne peut pas dire qu'on a honte, qu'on a fait des erreurs et tout ça, c'est notre culture, enfin essentiellement, ouais. Et aussi bien pour vous au niveau... je suis pas sûre que ça fonctionne. Aussi bien au niveau individuel qu'en tant que société. Pour vous, on n'est pas capable, en tant qu'individu, de reconnaître qu'on a eu tort, même dans la vie de tous les jours, et en tant que société, on n'est pas capable de... Alors on n'est pas capable, certains oui, moi j'ai appris à le faire depuis 10 ans, c'est un long chemin, et je pense que la société est de plus en plus capable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, les deux chanteurs francophones les plus en vogue, là, Orelsan et Stromae, ils ont un succès fou, et en fait, ils parlent de leur vulnérabilité. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'ils disent qu'ils sont fragiles, ils disent... Ça, je pense que l'époque a vraiment changé, on est en train de basculer. Et un des signes, voilà, c'est l'époque du MeToo, il y a un vrai basculement, je dirais anthropologique, pour faire un peu pédant, mais c'est un changement de civilisation qui est en train d'arriver, avec la fin de la domination masculine, qui craquelle, c'est pas encore la fin totale, mais la fin de l'Europe au centre de la géopolitique mondiale, ça fait flipper aussi beaucoup de gens, et puis la fin de l'anthropocentrisme. C'est le début du biocentrisme, on fait partie du vivant, il n'y a plus l'humain et puis le reste qu'on peut piétiner. Et ça, c'est des ruptures philosophiques, ontologiques, anthropologiques, peu importe les mots, majeures, qui font peur à beaucoup de gens, mais qu'on voit, et c'est en train d'arriver, c'est en train de changer, donc c'est plutôt bon signe. Et puisqu'on parle aussi d'erreurs personnelles dans ce podcast, justement, vous disiez, j'ai appris moi aussi à reconnaître mes erreurs. Est-ce que depuis que vous portez ce message en 2015, depuis 2015, enfin même depuis avant, mais disons depuis qu'il est connu du grand public, il y a certaines erreurs que vous avez constatées dans voilà, ce que vous portiez, certaines choses sur lesquelles vous êtes revenu en arrière, ou la façon de les communiquer peu importe. Ouais, c'est intéressant. Mais au début, en fait, on l'a souvent dit, on est revenu là-dessus avec Gauthier, avec Raphaël, les deux compères belges. Moi, je vivais en Belgique, c'est pour ça qu'on a commencé là-bas. Et au début, en tant que scientifique, vous savez, les scientifiques et les universitaires, ils aiment pas dire des conneries. Ils veulent que ça soit tout bien, tout propre, parce qu'ils ont peur des critiques des autres et des pairs. Et donc nous, en tant que scientifiques, on était docteurs en sciences, tout ça, enfin on l'est toujours, mais on voulait faire bien. Donc à chaque fois, nos conférences publiques, on essayait d'être le plus rigoureux, avec des super graphiques, avec des chiffres nickel, du dernier rapport, etc. Et plus nos présentations PowerPoint étaient nickel, plus le public était livide. et ils étaient décomposés. Et souvent, pendant 3-4 ans, à chacune de mes conférences, une personne ou plus partait au milieu en pleurant. Ou se fâchait, se levait, était en colère. Et moi, je comprenais pas. J'essayais de lancer des alertes, d'être le plus clair possible. Et ça, c'était une erreur, je pense, de pas prendre soin du public, de pas prendre soin de la personne en face. Si vous parlez, on peut pas parler de la mort
parce que l'effondrement, finalement, c'est l'action de la mort. De la même manière à quelqu'un en soins palliatifs qui a 90 ans, ou à une femme enceinte, ou à un enfant de 7 ans. Voilà, il faut prendre soin aussi du public, et puis aussi nous, prendre soin de nos émotions, parce que nous, on faisait style, oh, on est scientifique et tout, même pas mal, mais en fait non, on souffrait, on était en dépression, on était atteint par l'éco-anxiété vraiment fort. Si vous voyez les climatologues aujourd'hui, les écologues, mais ils sont démontés, ils en pleurent. C'est entre dépression, cynisme et humour noir, c'est horrible. Et donc, une de nos erreurs, ça a été de ne pas faire attention à ça, de ne pas prendre soin et de ne pas aller sur le terrain des émotions. Je pense que c'est pas un problème mental. Le mental ne résoudra pas les problèmes. C'est un problème de cœur. Et changer de trajectoire, changer de vie, changer d'horizon, ça se fait pas avec une décision du cerveau, ça se fait avec le cœur. C'est pour ça qu'il faut se prendre un coup de poing métaphysique. C'est pour ça que notre livre, c'est un coup de poing, un coup de genou, on va dire, bienveillant, dans le ventre, bien dur, mais on aide la personne à se relever et on l'accompagne. Mais il faut se prendre ce coup. Et justement, comment est-ce qu'on transforme tous ces constats-là en action ? Vaste question, mais très concrètement. Il n'y a pas de très concrètement, parce que chacun est... Ouais, désolé, mais j'ai 30 secondes pour répondre à une immense question, mais c'est chacun a ses affinités. Il y a des gens qui ont une affinité pour la compréhension, d'autres pour l'émotion, d'autres pour l'action. Il y a des gens qui comprennent en passant à l'action. Et moi, je dois d'abord tout lire dans l'ordre chronologique sur un problème pour passer à l'action. J'arrive pas à passer à l'action directement. On a tous nos modes... nos manières d'être au monde propres, et tout est différent. Mais il y a un truc sur l'action qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens veulent passer à l'action, vite, et trouver des solutions. Moi, je décris un problème, mon métier, c'est de décrire des problèmes, mais pas de trouver des solutions. Et quand une journaliste me demande, alors c'est quoi les solutions ? Je suis un peu désemparé, mais surtout, je constate que on veut passer à l'action pour éviter de ressentir. Vous savez, comme lors d'un deuil, on perd quelqu'un, un être cher, et tout de suite, la première phase du deuil, il y en a 3-4, c'est de vite organiser les faire-part, organiser la cérémonie, passer à l'action pour ne pas ressentir. C'est des digues qu'on se met pour ne pas prendre ce tsunami de douleur, de peine, de larmes, de douleur, en fait. Et à un moment, les digues, elles lâchent, quoi. Et on n'est pas préparé. Donc souvent, pas tout le temps, le passage à l'action frénétique, c'est une manière de s'empêcher de ressentir. Moi, c'est un petit signe d'alerte. Mais donc, en tout cas, il y a de l'action. Ça n'empêche pas qu'il faut agir, mais l'action, l'espoir vient quand on se met en action. Et quand on se met en action, le collectif revient. Et quand le collectif revient, l'espoir revient. Je trouve ça, j'ai remarqué ça. C'est-à-dire qu'il faut inverser le concept d'espoir. L'espoir, souvent on se dit, c'est un peu passif, c'est-à-dire donnez-moi des raisons d'espérer et je me mettrai en action. Vous voyez, hein. En fait, c'est pas du tout ça l'espoir. L'espoir, c'est faites ce que vous considérez juste maintenant, avec courage. Vous vous levez, même s'il y a du brouillard, c'est l'incertitude, même si on n'a aucune chance de réussir, vous vous levez, vous passez à l'action. Et c'est quand on retrouve cette action, ce mouvement, que le collectif revient et que l'espoir revient. Mais quel type d'action quand même si j'ai bien compris le fait que... Mais voilà. Ça dépend, parce qu'il y a eu des méga-feux. Agir par rapport au risque de méga-feux cet été, de sécheresse, agir, c'est différent que agir par rapport au risque de pénurie énergétique de cet hiver. C'est différent de type d'action, je sais pas moi, de l'effondrement de la forêt amazonienne, de la biodiversité, des crédits carbone, peu importe. En fait, on a plein de problèmes. Il y a plein d'actions différentes. Et ce qu'on a essayé de dire, c'est on pourrait collecter tous les types d'actions, et voilà, mais ça serait un livre de 3000 pages. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend du recul et qu'on va aux racines, aux causes des problèmes, aux racines, aux origines radicales. Quand on pense radical, c'est-à-dire à la racine des problèmes, il y a quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est-à-dire l'hubris, le fait que notre civilisation, depuis 500 ans, elle est donc occidentale, moderne, etc. Elle est capitaliste, dans une obsession de l'accumulation, de la prédation.
C'en est délirant. Je sens que le son a encore changé. Non, ça va. Ok. Et donc, comment on revient sur ce problème de l'accumulation infinie. En fait, c'est nous. C'est-à-dire que spirituellement, notre civilisation est extrêmement pauvre. On est des bébés spirituellement et on a une puissance technique démiurgique. C'est comme si on donnait une Kalachnikov à un bébé, qu'on lui disait vas-y, amuse-toi. C'est ça notre civilisation. Et ce décalage, qui s'appelle décalage prométhéen, qui avait vraiment bien décrit Günther Anders, le philosophe des catastrophes, c'est soit on diminue la technique, parce qu'on reste des bébés, donc on ne donne pas une Kalachnikov à un bébé, on lui donne un doudou, un petit jouet tranquille, soit on augmente notre puissance spirituelle, soit on devient des adultes, et pas des pathos adolescents comme aujourd'hui, qui veulent vivre à l'infini, accumuler à l'infini. On est une civilisation pathologiquement adolescente. Donc il y a les deux en fait. On réduit un peu, sobriété, ralentissement, technologie douce, et en même temps un passage à l'âge adulte. C'est comme ça que je vois les choses. Mais j'entends bien, mais quand on vous lit, est-ce que vous n'avez pas peur quand même qu'on soit tellement convaincu des effondrements, des échecs à venir qu'on préfère abandonner et dans le meilleur des cas se préparer à l'effondrement, chacun pour soi, plutôt que d'essayer de l'éviter? Bien sûr, j'ai peur de ça, c'est un risque. Et dans cette culture de l'égoïsme matérialiste, ça sera un réflexe. D'ailleurs, on le voit déjà, hein, la pointe, le parangon, l'archétype du moderne. Donc le moderne, c'est la personne très matérialiste qui voit que la vie est une loi de la jungle, un combat de tous contre tous, une lutte. C'est le survivaliste. C'est-à-dire que face à un risque majeur, il est pris dans ses peurs, il est embourbé dans ses peurs, et la seule chose, et je dis il, mais ça peut être elle, hein, la seule chose, c'est les solutions matérielles, donc le meilleur sac à dos, le meilleur couteau, le meilleur je sais pas quoi, la cabane au fond des bois, et le chacun pour soi. C'est ça, c'est hyper risqué. Et il y a un ami d'ailleurs, Kim Pash, qui sera là au festival, qui fait des stages de retour au sauvage et à la nature, et il me disait cette boutade, il dit, vous mettez 20 survivalistes dans une forêt et vous revenez un an après, ils se sont entretués et la forêt a disparu. Et vous mettez 20 Amérindiens dans une forêt, vous revenez un an après, ils ont fait une communauté et la forêt se porte mieux. Donc c'est pas une question technique, la survie ou la vie, c'est une question de rapport au monde et aussi d'intériorité. Et la technique suivra. C'est ce que je veux dire. Mais justement, vous croyez à une forme d'entraide possible. Vous êtes très lu et très suivi. Certains vous reprochent quand même une forme d'utopisme autour de cette entraide qui serait, est-ce qu'elle est vraiment possible entre humains en plein effondrement en plus? Et d'autres aussi, à l'inverse, une forme de catastrophisme. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de critique quand on vous les fait? Ouais, c'est plutôt un compliment d'être utopiste. Enfin, à l'heure actuelle, on en a besoin. Alors, mon optimisme en matière d'entraide, donc on a écrit un livre avec Gauthier Chapelle qui fait la synthèse de toutes les manières qu'ont les êtres vivants, humains compris, de s'entraider. C'est massif, c'est monumental, c'est un principe du vivant. Donc déjà, ça, c'est un fait. La loi de la jungle, la soi-disant unique loi de la jungle, que tout le monde est en guerre de tous contre tous, c'est faux. C'est juste une imagination de notre philosophie libérale. Et c'est une philosophie toxique. Donc c'est basé sur des faits. Donc tous les scientifiques, les sociologues des catastrophes montrent que lors d'un attentat, d'une attaque terroriste, d'une catastrophe ponctuelle, d'une inondation, un incendie, etc., il y a des actes, beaucoup d'actes prosociaux, d'altruisme. Il y a l'émergence de comportements altruistes. Les gens s'entraident beaucoup plus lors de catastrophes qu'en temps normal. Déjà, ça, c'est un. Et deux, le défi... Alors, c'est quasi systématique. Le problème, c'est qu'après, avec le temps, ça peut s'effriter, les comportements d'entraide. Et donc, les humains ont déployé plein de mécanismes pour stabiliser et augmenter les niveaux d'entraide dans le temps. Et c'est là qu'interviennent les institutions, la culture, les normes sociales, plein de choses. Je ne peux pas détailler ici, mais qui fait que c'est pas gagné d'avance. On a beaucoup de chances, beaucoup de raisons d'espérer,
parce qu'au fond de nous, l'humain est extrêmement prosocial, mais on a beaucoup aussi de raisons de s'inquiéter, parce qu'on sait faire des génocides, des massacres de masse. Regardez les Ukrainiens et les Russes qui sont comme des peuples frères. Regardez le Venezuela et la Colombie qui sont des peuples frères aussi et qui peuvent, dont les relations se dégradent très très vite. On peut arriver du jour au lendemain à tuer son voisin. Donc c'est très puissant l'entraide, mais c'est très fragile aussi. Et ça nécessite des compétences. Ça vient pas comme ça. Et c'est ça qu'on proposait dans notre livre, c'est travailler dès maintenant à une culture de l'entraide pour ne pas arriver dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme. Donc en gros, notre travail, c'est de sécuriser l'avenir et non pas je sais pas ce que disent les critiques, mais de faire peur à tout le monde ou de prôner la fin du monde ou de vouloir un effondrement, je ne sais quoi. Voilà, c'est notre posture. Je vous remercie. Une dernière question peut-être pour finir, Pablo Servigne. Ce serait quoi pour vous avoir échoué à la fin de votre parcours, de votre vie ? Ouais. En fait, j'ai l'impression que quoi que je fasse et quoi qu'il se passe, j'aurais échoué. C'est le paradoxe des catastrophistes. Parce que s'il n'y a pas de catastrophe, on m'accusera d'avoir échoué dans mes prédictions, même si je ne fais pas de prédictions. Et s'il y a une catastrophe, j'aurais échoué parce que mon rôle de lanceur d'alerte aura foiré. En fait, c'est le paradoxe de Bison Futé, des prédictions d'embouteillage. Vous savez, en France, quand Bison Futé prévoit un samedi noir de retour des vacances, il fait une prédiction autoréalisatrice, c'est-à-dire que il dit aux gens, si vous prenez la voiture samedi, ça sera noir. Et donc les gens ne prennent pas la voiture le samedi, et donc le samedi n'est pas noir. Et en fait, ils ont foiré leur prédiction, mais ils ont réussi à ce qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Donc quoi que je fasse, ma vie sera un échec. Eh bien, c'était le mot de la fin. Très réussi. Merci beaucoup, Pablo Servigne, d'avoir été avec nous. Merci. On va maintenant passer aux questions du public, s'il y en a, si vous Avec permettez. plaisir. Oui, parce que vous êtes très nombreuses et nombreux. On vous remercie et vous devez avoir et très au soleil. chaud aussi. Ouais, voilà. Donc, il y a un micro qui va tourner si vous avez des questions, puisqu'on a la chance d'avoir Pablo Servigne encore un moment. Un micro avec batterie. Oui. Peut-être que tout a été dit. Je ne sais pas. Une question ? Non. Tout va bien, en fait. Tout va bien, manifestement. Oui, tout va bien. Bon. Eh bien, tant mieux, tant pis. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Et puis, Merci, Julie, pour l'invitation. merci à vous. Et puis, donc, ce sera un podcast que vous pourrez écouter prochainement en octobre, c'est juste, Kylian, en libre accès. C'est juste aussi, sur le site d'ID News, qui est donc un média que vous connaissez peut-être. Ça fait quelques années qu'on existe déjà. Et on a des revues aussi qui étaient là, voilà, qui sont suite à nos explorations, donc des séries d'articles sur une thématique particulière. Et il y en a notamment une sur le survivalisme. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais... Oui, je l'avais vu, je ne savais pas que c'était vous, d'accord. C'est super, ouais. Voilà. Il y en a sur l'éducation aussi, réinventer l'école, sur le genre. Ouais, voilà, c'est nos journalistes qui approfondissent une thématique. Et puis sinon, on a une couverture quotidienne, comme tous les médias, enfin, ou presque. Merci beaucoup. Merci.